Oui, donc je ne sais pas si on va faire un débat d'experts et on va se finir par s'étriper et qu'il y aura un bain de sang dans 20 minutes, hein, je ne le souhaite pas. On ne va pas adopter cette posture qui serait complètement ridicule, on peut aussi parfois être d'accord. D'abord, je ne sais pas à quelle catégorie j'appartiens en plus, donc je ne sais pas où je suis situé quelque part. Mon frère qui a fait mai 68 disait d'où tu parles. C'est la grosse question. Je ne sais pas d'où je parle. Je suis assis sur l'estrade déjà, c'est quelque chose. Alors, plus sérieusement, surtout, il y a plein de choses qui ont été dites ce matin et cet après-midi, donc on ne va pas réinventer la roue et vous la refaire à l'envers ou à l'endroit, vous la connaissez déjà, l'histoire. Quelques remarques sur cette réforme. On avait envisagé quelques points pour en parler, toi et moi, et on va reprendre ces 4 ou 5 points que vous allez tout de suite reconnaître. Simplement, un premier point d'abord historique, mais je vous rassure, je ne vais pas remonter au Code d'Hammurabi. Il faut partir de 1982 et des lois Auroux. Hein, donc, quand j'étais en licence à la fac, vous avez les lois Auroux qui tombent en plein examen. C'est vachement sympa quand vous avez un sujet d'examen avec une loi nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un étudiant, c'est l'horreur. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait créé les CHSCT en fusionnant d'ailleurs deux institutions qui existaient avant, hein, une commission et donc c'est marrant parce qu'on a fusionné, maintenant on défusionne, l'histoire se répète sans cesse. Et donc cette création du CHSCT à l'époque avait fait grand bruit, c'est une loi de décembre 82, si je me souviens bien, une des dernières lois Auroux. Et puis on avait encore à l'époque des mandats CE-DP qui étaient différents. Les DP c'était 1 an, CE c'était 2 ans. C'est plus tard qu'on est passé à 2, puis ensuite qu'on est passé à 4. Alors, remarque par rapport à ce qui a été dit ce matin, moi je connais pas mal d'entreprises qui ont encore des mandats à 2 ou 2 ans et demi, ou 3 ou 3 ans et demi. Hein. Il y a des entreprises qui étaient à 2 ans avant, et quand c'est passé à 4, elles ont négocié un accord pour rester à 2, parce qu'elles ne voulaient pas avoir des mandats qui durent trop longtemps. Hein. Il y a des entreprises qui préfèrent ce rythme régulier, de façon à ce qu'on repasse régulièrement devant les électeurs, si j'ose dire. Ça, puis même, les élus eux-mêmes le préfèrent, parce que c'est fatigant. Ça leur prend du temps et parfois ils ont besoin de 2 ans pour se rendre compte que ce n'est pas vraiment leur truc. Ça, on en voit aussi qui finalement ne sentent qu'ils n'ont pas la fibre pour ça. Après coup, bien entendu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 82, on a fait aussi quelque chose d'important, c'est qu'on avait créé les délégués syndicaux et les sections syndicales en 68. Et donc concrètement, dans les usines, on a vu apparaître des préfabriqués pour qu'il y ait un local parfois pour les sections syndicales. C'est comme ça que ça s'est traduit dans certaines entreprises. Moi, je suis de la région choltaise, hein, dans l'ouest de la France, la chaussure et le textile et les mouchoirs de Cholet. Et je me souviens que ça naissait un peu partout. Et à l'époque, on avait mis le même seuil d'effectif pour le délégué syndical et la section syndicale. C'était 50 salariés. Et c'est les lois Auroux de 82 qui ont supprimé le seuil de la section syndicale. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que c'est souvent le délégué syndical qui est la vraie voix qui fait parler la section. Donc une section sans délégué syndical, c'est des militants, mais ils n'ont pas un simple militant membre de section syndicale n'est pas un salarié protégé en tant que tel. Et donc cet écart entre le seuil d'effectif DS et le seuil d'effectif section syndicale, à mon avis, n'est pas heureux. Soit on baisse tout, soit on reste à 50. Enfin bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, bon, les lois Auroux, bien entendu. Alors, à l'époque des lois Auroux, il y a quand même le principe de la négociation obligatoire qui est mise en place. Et on sait pourquoi, parce qu'on voulait que le pouvoir unilatéral de l'employeur soit réduit à ce qu'il y avait dans le règlement intérieur, en gros, hygiène, sécurité, discipline, et que tout le reste soit négociable. Hein, comme l'avait dit, je crois que c'est Jean-Emmanuel Rey qui avait dû dire qu'on avait purgé le règlement intérieur du négociable. C'est une expression qu'il employait assez imagée. Donc on a forcé cette obligation de négocier tous les ans. Et à cette époque, pour négocier un accord, il suffisait d'avoir un seul délégué syndical et l'accord était valable pour tout le monde, ce délégué syndical étant désigné par le haut et non pas par une audience électorale qui venait d'en bas. Et c'est pourquoi on avait beaucoup d'accords atypiques d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui négociaient avec des simples élus, qui n'étaient pas délégués syndicaux, qui ne savaient même pas d'ailleurs que leur accord n'était pas un accord collectif. Ça, moi, je l'ai vécu en vrai en faisant une formation dans une entreprise qui n'existe plus à Angers, mais qui s'appelait Motorola, qui a été racheté en Supercontinental. Et quand Motorola était à Angers, ils avaient 8 accords sur la durée du travail, temps partiel, fin de semaine, travail de nuit, enfin, c'était génial. Tous négociés avec le comité d'entreprise, qui n'avait absolument pas le pouvoir de négocier ça. Mais ça marchait. Et à l'occasion d'une formation un jour, j'interviens, je dis « c'est curieux que vous ayez négocié avec l'OCE », donc j'ai mis les pieds dans le plat. Et plus tard, un délégué syndical CGT a été désigné qui a ratifié tous les accords négociés du temps du CE. Parce qu'il fallait bien. Ça tournait, ça marchait très très bien. Mais c'était tout ce qu'on appelait des accords atypiques à l'époque. Et on en a parlé ce matin, qui valaient engagement unilatéral de l'employeur s'ils étaient plus favorables, comme on l'a très bien expliqué ce matin. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de place pour l'accord atypique, puisqu'on a ouvert la possibilité de négocier avec des gens qui ne sont pas des délégués syndicaux, élus mandatés, élus non mandatés, non élus mandatés. On vous a expliqué tout le panel tout à l'heure.
Donc il y a beaucoup moins de risques de négocier avec quelqu'un qui n'a pas la capacité pour le faire. Donc ça, je pense que c'est un atout important. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est en 82 qu'on a créé le droit d'opposition. À l'époque, en 82, pour la première fois, on s'est posé la question de savoir quelle était l'audience d'un syndicat. Parce qu'on avait besoin de savoir quelle était l'audience d'un syndicat quand on voulait s'opposer à un accord. Et ça n'était possible que pour les accords qu'on appelait à l'époque dérogatoires, qui étaient en fait des accords d'annualisation et de modulation du temps de travail. Ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître dans cette salle, mais que dont les autres se souviennent sûrement, c'était ça les accords dérogatoires. Un accord dérogatoire autrefois, c'était un accord négocié avec un délégué syndical, mais auquel pouvait s'opposer un syndicat majoritaire. Et c'est à cette occasion qu'on mesurait son audience aux élections, uniquement pour qu'il exerce ce droit d'opposition. C'est comme ça qu'est née la référence à l'audience électorale, par la petite porte du droit d'opposition. Bon. Alors maintenant, un accord majoritaire, ça n'a plus du tout de sens. Un accord dérogatoire a changé complètement de sens. C'est un accord qui est passé avec quelqu'un d'autre qu'un délégué syndical. Vous voyez, donc le mot accord dérogatoire a complètement changé de signification en 20 ans. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'on s'y perd. Alors, expérience personnelle, je ne suis pas né dans l'université, hein, je suis normal. Donc, j'ai d'abord été salarié dans le secteur privé pendant 10 ans, de 83 à 93, je vous raconte ma vie, et j'étais élu du comité d'entreprise. Et moi, l'expérience que j'en ai, j'avais de 22 à 32 ans à peu près, quoi, c'était qu'il y avait une rivalité épouvantable entre les délégués du personnel et les élus du CE, là où j'étais, mais une vraie rivalité qui n'était pas due aux étiquettes syndicales, c'était des rivalités de personnes. Les gens ne s'entendaient pas. Enfin, c'était tout deux personnes qui ne s'entendaient pas, des fortes personnalités. Et dès que l'un disait blanc, l'autre voulait dire noir. Alors c'était insupportable. Et moi, j'ai eu une mauvaise expérience de la participation au CA parce que j'étais tout jeune et les élus, qui étaient des gens qui avaient du métier, m'ont dit c'est comme ça qu'il faut voter, petit gars. Oui, j'avais compris que, je vous assure, je n'invente rien. Hein. Quand on a 22 ans, face à des gaillards qui en ont 40, je trouvais qu'ils étaient vieux à l'époque, on obéit. Et donc j'ai cette mauvaise expérience-là d'un conflit. Et je me souviens aussi qu'on traitait tous des mêmes questions dans les réunions d'épée et des réunions CE. Et la direction en avait ras-le-bol. Elle disait, mais à quoi ça sert que je répète 2 fois la même chose? C'est tout simplement parce que personne ne voulait céder le pied devant l'autre. Tout le monde voulait être celui qui discute de la question. Donc, chacun sortait complètement de son domaine de compétence, en réalité. Et c'est ça l'expérience que j'en ai eue, qui n'est pas une expérience, je reconnais, très positive. Hein. Je n'ai pas la naïveté de penser que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais bon. Et enfin, je me souviens de l'expérience des suppléants aussi. Et notamment d'un suppléant qui passait son temps à suppléer, puisque le titulaire venait jamais. Et en fait, c'est le suppléant qui était le titulaire de fait. Et c'est lui qui faisait tout. Et on s'est dit, pourquoi tu es suppléant? Puisqu'en fait, c'est toi qui fais tout le boulot. Il dit, bah, oui, bah. Il a fini par devenir titulaire. Donc voilà l'approche que j'ai eue de ça. Je n'étais pas universitaire, je n'étais pas avocat. C'était une approche mitigée. Alors évidemment, elle n'est absolument pas représentative de ce qui se passe en France, mais elle existe. Ça, je n'invente absolument rien. C'est passionnant, mais c'était difficile. Alors, sur la mise en place et le fonctionnement du CSE et le recours à la négociation, on a parlé ce matin de tous les types d'accords. J'avais recensé 8 accords possibles pour mettre en place le CSE. J'avais commis un article dans une revue là-dessus en faisant la liste de tous les accords possibles. C'est une véritable usine à gaz. On n'a pas simplifié le régime des accords collectifs. On en a créé 8 solutions possibles. On disait ce matin, à juste raison, que il y a la partie forte et la partie faible à la négociation collective. Alors, c'est vrai dans la relation individuelle, et on apprend dans les bouquins de droit du travail, donc c'est un monde un peu de la théorie, que l'accord collectif, justement, il compense par la négociation ce que le salarié ne peut pas obtenir, lui, dans la relation individuelle avec son employeur. Bon, ça reste quand même un peu vrai. Et il est vrai aussi que les négociateurs salariés sont parfois en position d'infériorité. Mais moi, je connais des exemples, en tant qu'avocat, où c'est l'inverse. Où le petit patron, il connaît moins bien le droit du travail que son délégué syndical. Le DS, il connaît le dernier arrêt de la Cour de casse. Le patron, il n'y connaît rien en social. Et comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, il va vite voir son avocat parce qu'il n'y comprend rien. Donc l'infériorité, elle existe en défaveur du patron qui n'a aucune connaissance du droit du travail. Je ne suis pas le seul, je pense, à connaître ce genre de situation. Je reconnais que ça vise les petites entreprises. La grosse boîte avec le service juridique, ils ont tous Bac+5, évidemment, on n'est pas concerné. Mais il y a des patrons qui n'y connaissent rien. Et en plus, pour eux, le droit, c'est compliqué, ennuyeux, ça ne les intéresse pas. Ils ont sans doute tort, mais ils sont comme ça. Donc c'est la réalité. Donc il faut leur expliquer que c'est important de respecter le droit, c'est une autre affaire. C'est un vrai travail. Donc, sur cette histoire de partie faible, partie forte, ce qui a été dit ce matin, c'est absolument exact, mais je voulais juste apporter une nuance. J'ai vu des situations inverses aussi.
Sur le référendum dont on a beaucoup parlé ce matin, bon, il y aurait mille choses à dire. C'est vrai que c'est une technique, je crois que c'est Jean Auroux, qui, au moment du débat sur les lois Auroux en 82, on lui avait proposé à l'époque de mettre du référendum. Le Parti communiste avait déposé plein d'amendements au moment du vote des lois Auroux. Vous vous rappelez que le Parti socialiste était majoritaire absolu à l'Assemblée nationale en 82. Ah oui, le PS était seul majoritaire à l'Assemblée nationale en 82 par les élections de juin. Le PC était au gouvernement, mais il servait à rien à l'Assemblée nationale. Le PS avait ses majorités tout seul. Et le PC a mis des tas d'amendements aux lois Auroux, plus que l'opposition de droite. Je vous assure, j'ai bossé les textes, c'est impressionnant. Et ils avaient dit référendum, référendum. Et Auroux avait dit le référendum, c'est la mort du fait syndical. C'est ce qu'a dit Auroux en 82. Il a dit si on met du référendum, on torpille les syndicats, on flingue les corps intermédiaires. Donc Auroux était contre le référendum. Et j'ai fait une thèse avec un prof qui s'appelle Jean-Emmanuel Ray en 1987 à Angers. Il était à Angers à l'époque. Et il m'avait dit d'aller voir Lanquetin, qui était à l'époque à la CFDT, et qui ira ensuite à la Cour de cassation. J'avais vu Lanquetin, responsable juridique CFDT, je lui parle de le référendum. Alors, j'étais tout jeune. Il me dit, vous savez, le référendum, jeune homme, on ne veut pas du référendum, nous, le syndicaliste, ça ne nous intéresse pas. Les types, ils connaissent rien, ils vont dire oui ou non à des trucs qu'ils ne comprennent pas, et en plus, ils vont nous court-circuiter. Donc, vraiment, le référendum, ce n'est pas la tasse de thé. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Je pense que ça n'a pas complètement changé. Et moi, je ne suis pas un excité du référendum. C'est de la démocratie directe. Comme aura dit Jean-Jacques Rousseau, c'est beau. Mais prudence, quoi. Alors, je pense que la place du référendum en droit social, là où elle est quand même pas non plus énorme. Il ne faut pas exagérer. Elle est là pour ratifier. Je crois qu'il y a deux types de référendum. Il y a un référendum où on consulte le personnel, ça ne change pas grand-chose à la mesure. Puis il y a un référendum où le référendum, il fait la décision, il fait l'accord. Alors j'ai un exemple de négociation d'accord moins de 11 à majorité des 2/3 du personnel. J'ai deux exemples en fait. Un, dans un petit magasin de vêtements, une marque très connue, où le responsable du magasin a négocié avec ses 3 vendeuses un accord, alors c'est un projet en fait, pour les horaires du samedi matin. Voilà, c'est tout. Qui est là le samedi matin? Le centre commercial à côté ouvert, on ouvre le magasin combien de temps? Et donc on a fait un roulement et il a été adopté à la 3 voix pour 3. Donc on sait que tout le monde était d'accord. Et j'ai un deuxième exemple, c'est un parlementaire français qui a négocié un accord avec ses collaborateurs parlementaires. Vous savez, les collaborateurs, il en a 4. Et il a mis en place un accord avec eux sur leur salaire et tout, et il l'a fait ratifier à la majorité des 2/3. Il est malin. Alors, ils ont une convention collective, les collaborateurs. Ils ont un accord de branche qu'ils appellent de branche, mais qui n'est pas de branche. Oui, mais ils en ont. Enfin bref, passons. C'est pour vous montrer qu'il y a des gens auxquels on ne pense pas qui ont négocié ce type d'accord à la majorité des 2/3. C'est un truc assez marrant. Mais je suis assez d'accord pour dire que ce n'est pas une vraie négo. Ça reste un acte de l'employeur qui soumet au référendum. Il n'y a pas de négo là-dedans. C'est un projet et vous acceptez ou vous refusez. Bon, bref, voilà sur tout ça. Sur l'architecture, la difficulté qu'on peut rencontrer, je trouve, c'est que l'accord, si vous faites un accord pour mettre en place votre CSE, il faut penser à tout. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez mettre en place que dès le début dans l'accord fondateur de votre CSE. Je pense à l'architecture avec les établissements distincts. C'est l'accord de départ qui doit y penser. La mise en place des représentants de proximité, c'est le même accord de départ. Ça ne peut pas être un accord séparé. Or, il y a des boîtes parfois qui disent « Ah zut, on voudrait des représentants de proximité, on a déjà notre accord CSE, comment on fait ?» Il faut réviser en fait l'accord CSE pour intégrer les représentants de proximité parce qu'ils doivent être soudés dans l'accord d'origine. C'est écrit noir sur blanc dans le code, ça. On ne peut pas jouer autrement avec ce genre de règles. C'est une petite difficulté. Sur le fonctionnement, il y a une chose que je trouve intéressante, on en a peut-être parlé ce matin, mais je suis arrivé vers 10h moins le quart, donc peut-être que je ne l'ai pas entendu. Dans les réunions, on utilise aussi beaucoup la visioconférence maintenant. Je trouve que c'est très très bien pour permettre à des salariés, des élus, quand ils sont un peu éloignés, de participer sans avoir de problème de déplacement, de frais de transport, etc. Et je pense aussi aux entreprises qui ont des établissements en Guadeloupe ou en Martinique. Et quand ils font des réunions du comité central, alors évidemment, il faut calculer l'heure pour que tout le monde soit réveillé. Il faut penser au décalage horaire. Ben oui. Et alors, ils font un effort en général à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France. Ils se lèvent très très tôt, parfois un peu plus tôt qu'ils ne le voudraient. Comme ça, la réunion a lieu avec la visioconférence. Reste qu'une visioconférence, c'est pas toujours. Il faut du matériel de bonne qualité, parce que quand il marche mal, il y a un problème de déphasage entre le son et l'image. Excusez-moi d'être terre à terre, mais ça fait que la personne ne peut pas vraiment participer à la réunion. Le micro ne marche pas, ou alors on ne l'entend pas. Qu'est-ce que tu dis, Gérard? On ne t'entend pas? Ou Yannick, il a dit Bernard tout à l'heure, Yannick, donc maintenant je vais dire Yannick.
C'est des trucs très terre à terre, hein. Je ne fais pas du droit que je vous fais là, mais c'est une vraie difficulté de fonctionnement de la visioconférence. On recrute nous-mêmes nos collègues par visioconférence aujourd'hui dans l'université. Il faut que ça marche. Or, la technique fait tout tomber par terre parfois. Donc voilà, je pensais à ça parce que ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Sur le représentant de proximité, il y a des accords qui ont fait en sorte que le représentant de proximité soit effectivement un homme ou une femme de terrain. Il y a un grand groupe français qui a des petites boutiques et il a sauté sur le représentant de proximité parce qu'il voulait avoir un contact terrain dans ses boutiques où il n'a que 3 salariés avec les élus qui sont à 50 km ou 80 km pour faire remonter les infos. Et on a même des entreprises dans lesquelles le représentant de proximité est invité à toutes les réunions de la commission santé-sécurité, de façon à être un peu au courant de ce qui se passe. Et il y a même des entreprises, comme vous le savez sans doute, qui ont donné aux représentants de proximité des compétences très particulières. Il y en a, ils s'occupent que de questions santé-sécurité, par exemple. Ils ne sont plus du tout des délégués du personnel bis. Hein. Puis il y a d'autres États d'accord qui ont fait un copier-coller avec l'ancien DP. Bon, ça, c'était tentant, évidemment, donc ils l'ont refait, ils ne pouvaient pas faire autrement. Sur cette commission encore, ou sur les réunions du CSE dans les moins de 300, quand il n'y a pas de commission, si à l'ordre du jour vient une question santé-sécurité, vous savez qu'on peut inviter toute une série de personnes. Alors moi, je me souviens quand j'étais dans l'entreprise du CHSCT, on calait nos réunions du CHSCT une par trimestre sur la disponibilité du médecin du travail. C'est ça ce qu'on faisait dans ma ville, à Angers. Et donc, on appelait le médecin du travail. On trouvait 4 réunions par an où il avait son agenda ouvert au téléphone. On avait réussi à l'avoir au téléphone, ce qui était déjà un exploit. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, puis ils n'ont jamais le temps. Et il nous disait, voilà, je suis libre le temps et temps. Et en fonction de ses disponibilités, on faisait les 4 réunions du CHSCT. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Donc, on fonctionnait en fonction de lui pour être sûr de l'avoir sous la main. Pour éviter les réunions, hier CHSCT, aujourd'hui commission, ou aujourd'hui simple réunion sur ce thème, sans le médecin du travail. Ce qui est quand même invraisemblable. Sur les attributions, les compétences et les mandats, j'ai une petite chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit ce matin. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a aucune limitation du cumul des mandats dans le temps. Hein. On peut faire 20 mandats d'affilée jusqu'à sa mort. La règle des 3 mandats, c'est au-dessus de 50 salariés. En dessous de 50 salariés, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandats. Le texte expressément crée une dérogation pour les moins de 50. Or, je crois que ça intéresse beaucoup de personnes ici de savoir qu'il y a les mandatés, les élus aujourd'hui, ils ne sont pas élus que maximum pour 12 ans. Non, ils peuvent faire X mandats. Et puis si vous êtes dans une plus de 50, vous pouvez tricher avec le système, faire en sorte d'arrêter d'avoir un mandat pendant 4 ans, puis remettre ça après. Ce qui est interdit, c'est les mandats continus. Mais il n'est pas interdit de faire plusieurs mandats dans sa carrière. Le texte ne l'interdit pas. Bien, je voulais souligner ce point parce que je l'ai entendu ce matin et comme on est là pour apporter un petit sel supplémentaire, sans que ce soit génialissime, je voulais le dire. Sur le conseil d'entreprise, alors vous avez de la chance d'avoir vu les 3 accords. Moi, je n'en ai vu qu'un seul. Le ministère nous dit qu'il y a 3 accords, mais vous les avez? Moi, j'en ai qu'un seul, c'est la SNIE. C'est le seul qu'on connaît tous. Vous avez l'autre, madame? Ah, écoutez, je vous le vole en cachette tout à l'heure. Et alors, on avait peur pour le conseil d'entreprise que ça n'attire pas les foules. Ça n'a pas l'air d'attirer les foules, puisqu'il y a deux craintes. L'EDS se dit, si je négocie un conseil d'entreprise, je renonce à mes pouvoirs de négocier, c'est le conseil d'entreprise qui aura ce pouvoir. Bon, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Et l'employeur se dit, si je mets en place un conseil d'entreprise, je vais devoir soumettre à avis conforme, en clair, un droit de veto, un certain nombre de mes décisions. Donc on a tout pour ne pas attirer les gens à négocier ce type de choses. Et dans l'accord SNIE du 29 juin 2018, ils ont été très astucieux. Dans la commission de négociation du conseil d'entreprise, ils ont mis le délégué syndical. Rien n'interdit de mettre le DS dans la commission du conseil d'entreprise. Ce qui fait qu'en fait, il conserve sa compétence de négociation, c'est l'un des membres de la commission de négociation, il n'est plus tout seul. Mais il n'a pas perdu son savoir, et je trouve que c'est une solution très astucieuse. En contrepartie, l'employeur, il s'est limité à la loi, il s'est soumis à un droit de veto que sur la formation professionnelle, il n'a pas le choix, parce que la loi l'impose. Voilà. Mais ça, quand vous expliquez aux employeurs ce que c'est que le conseil d'entreprise, ils disent ça pourrait m'intéresser, que vous leur expliquez qu'il y a le droit de veto, c'est sûr que ça ne les emballe pas pour y aller, quoi. Un avis conforme, c'est un droit de veto, en clair. Alors, ça existait déjà en droit du travail, le droit de veto, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens quand j'étais salarié, on avait mis en place des horaires variables. Vous savez, des plages fixes et des plages variables. On arrive entre 8 et 10, on est tous présents entre 10 et 16, on peut partir entre 16 et 18. Ça s'était soumis au droit de veto du comité d'entreprise. Je m'en souviens parce que j'étais dans le comité d'entreprise. Et ça, c'est un vrai droit de veto. Alors, on avait tous dit oui.
Donc, parce que tout le monde voulait les variables. Les classes d'âge de cette entreprise, il y avait plein de parents avec des petits-enfants, donc tout le monde était content pour avoir des horaires variables pour arriver à repartir. On pensait à laisser les enfants à la crèche le matin, les récupérer à l'école le soir. C'est ça. C'était ça qui a fait que tout le monde... Alors quand vous avez mis ça en place, pour l'enlever, c'est impossible. Ça crée tellement d'habitudes que c'est tellement souple que c'est intéressant. Donc voilà. Et sur le représentant de proximité, moi je trouve, on en a parlé tout à l'heure, je trouve que toute proportion gardée, le représentant de proximité est à cette réforme Macron ce que fut le représentant de la section syndicale à la réforme de 2008. Toute proportion gardée, je m'explique. Quand on a fait la réforme de 2008 et qu'on a dit que désormais la représentativité viendrait d'en bas, viendrait de l'audience, des élections et plus d'une désignation par le haut, on n'avait pas du tout pensé aux représentants de la section syndicale. Moi j'ai suivi du 28 janvier 2008 au 9 avril 2008 la négo de la position commune qui conduira à la loi du 20 août. Il y avait un compte-rendu des négos qui avait lieu le jeudi, le vendredi, sur tous les sites des syndicats. Alors c'était marrant d'ailleurs parce qu'on a l'impression qu'ils n'avaient pas assisté aux mêmes réunions. Mais bon. Pas de RSS à l'horizon. Personne n'y avait pensé. Et puis à la fin, ils se sont dit, au fait, pour les boîtes, là où il n'y a pas de syndicats représentatifs, comme on vient de créer les syndicats non représentatifs mais légalement constitués, on pourrait peut-être leur donner à eux une sorte de délégué syndical au petit pied. Et ils y ont pensé à la dernière minute. C'est les dernières réunions de mars 2008 où on a pensé aux représentants de la section syndicale. Donc on l'a créé très très vite. On lui a donné quelques petites ordres de délégation et puis on a dit que voilà, il ne pourrait pas négocier d'accord, sauf très marginalement. Bon. Eh bien, c'est la même démarche. On a une législation, là je vais reprendre ma casquette un peu de prof de droit, une législation parfois qui est faite à la va comme je te pousse. La loi Pacte qui vient d'entrer en vigueur, là, enfin qui entre en vigueur en 2020, ce qui réforme les seuils d'effectifs et toute une série de choses. C'est une loi qui a été faite, c'est une loi portant diverses dispositions d'ordre social, qui a été faite avec des bouts de ficelle et de colle, c'est fait ni à faire, ça n'est pas fait sérieusement et donc c'est de mauvaise qualité. Les lois au roux à côté, qu'on approuve ou pas leur position politique, c'est des lois de bonne facture juridique, c'était bien écrit. Il faut aussi faire attention au droit, il faut le respecter, quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est des règles qui nous régissent, donc il faut que ce soit bien rédigé. Alors pour finir sur le représentant de proximité, parce que je dois être arrivé à 20 minutes, homme de terrain donc, dans beaucoup d'accords, vous avez vu, si vous avez été sur Légifrance, c'est une sorte de DP qui ne dit pas son nom, donc là on a fait le minimum en fait. Et dans certains accords, on a fait preuve d'audace, et on en a fait vraiment une interface entre la base et les élus centraux, ou alors la base et les commissions de santé et sécurité des élus. Ça, c'est hyper important. Et puis, on l'invite aussi souvent aux réunions du CSE, dans pas mal d'accords. On fait en sorte qu'il soit là. Dès qu'il y a un problème local qui se pose, on fait venir celui qui est dans le local pour nous expliquer comment ça se passe. Et ça, je pense que c'est important. On va même lui donner le pouvoir d'accompagner, en cas d'inspection sur des questions de santé et sécurité, les équipes qui font l'enquête et l'inspection. Et je pense que tout ça, ça fait partie du système. Alors, qu'est-ce que je pense des ordonnances Macron et du CSE? Je suis ni pour ni contre, parce que je pense que ça n'a pas de sens d'être pour ou contre. C'est facile, à la limite, d'être pour ou d'être contre. J'ai l'impression qu'en fait, ça dépend de notre attitude. Je n'ai pas de certitude en la matière, j'ai beaucoup d'interrogations. Si on veut que ça marche, ça pourra peut-être marcher. Si on pense qu'on va dans le mur, ça ne va pas aider à marcher parce qu'on ne fera aucun effort pour que ça marche. Il en va de tout notre système. Et c'est peut-être aussi très français. Mon épouse est étrangère et elle me donne ce regard. Elle me dit « Ah, les Français, vous êtes terribles, vous êtes merveilleux, vous êtes charmants, mais qu'est-ce que vous êtes parfois braqués sur des idées et ça vous empêche d'avancer. » Et je dis oui, c'est peut-être pas complètement faux. Je crois que les Anglais avaient dit la même chose de nous il y a déjà quelques siècles. Donc voilà, c'était un peu désordonné. C'était pas du tout une leçon d'agrégation en deux temps, deux parties, deux sous-parties. Pardonnez-moi. Je laisse la parole à mon ami Pascal. Merci. Bonjour à tous. Alors j'ai aussi un problème de voix. J'espère que ça va tenir. Oui, décidément. Il faut dire que le temps n'est pas formidable ni à Paris ni ici. D'abord, merci beaucoup pour votre accueil très, très agréable. Alors, je ne vais pas dire je suis pour ou je suis contre, même si je suis globalement très défavorable aux évolutions que le droit du travail subit depuis quelques années. Donc, l'objet de mon propos ne va pas être de dire revenons en arrière, revenons au comité d'entreprise, au DP et au CHSCT, ça n'aurait pas de sens. L'objet de mon propos, c'est d'émettre des points de vigilance sur le dispositif du CSE et peut-être plus encore
et je crois que c'était aussi le sens de notre intervention, sur les évolutions du droit du travail qui sous-tendent le CSE et qu'il permet de comprendre. Alors, tu évoquais la loi Pacte qui vient d'être adoptée, et typiquement, ce qu'on voit très clairement apparaître, c'est un mouvement continu de dérégulation, de déréglementation, on peut l'appeler comme on veut, avec un phénomène de boîte de Pandore, c'est-à-dire que des évolutions qui se dessinent deviennent de plus en plus fortes. Alors, tu parlais du référendum. Alors, je ne suis pas complètement d'accord parce que alors, le référendum, il y a effectivement deux types de référendums. Il y a ce qu'on appelle les référendums de rattrapage, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas les 50%, mais vous avez simplement les 30%, on peut rattraper le coup par un référendum, soit à l'initiative des syndicats, soit à l'initiative des employeurs. Cela ne marche pas du tout. Par contre, le référendum TPE, sur lequel je suis extrêmement critique, c'est le projet d'accord ratifié par les 2 tiers des salariés. Celui-là, alors je ne peux pas dévoiler les chiffres du comité d'évaluation parce que c'est confidentiel, mais celui-là, il marche. Tu vois, il prend. Et là, il y a effectivement une vraie, à mon sens, une vraie inquiétude à avoir. Alors, pareil, la loi Pacte. On a sur la loi Pacte, c'est ce que tu disais, Bernard, on a un dispositif alors qui certes n'est pas applicable au CSE, il ne pouvait pas l'être, puisque le CSE venait d'être adopté, ils n'allaient pas changer les seuils et les règles d'imputation des seuils sur le CSE. Mais il faut quand même savoir que la loi Pacte, sur un certain nombre de dispositifs, notamment au droit de la sécurité sociale, mais pas seulement, prévoit que les effets du franchissement de seuil vont mettre 5 ans à se faire. C'est absolument considérable. C'est-à-dire que la loi Pacte a un impact considérable sur l'application des règles, dès lors qu'il va falloir attendre 5 années consécutives pour que les effets du franchissement de seuil puissent s'appliquer. C'est considérable. Et malheureusement, moi qui suis d'un naturel un peu inquiet sur le droit du travail, vu ce qui se passe depuis quelques années, quand on voit qu'un certain nombre de dispositifs sont touchés, peut-être pas beaucoup, à partir du moment où il y a une règle générale qui est en place, l'inquiétude, c'est dans quelques années, est-ce que ça ne va pas s'étendre sur le CSE? Alors, vous imaginez un peu l'impact si c'est 5 ans. Alors, j'ai donc deux gros points de vigilance sur le CSE, qui sont des points, on va dire, qui sont des tendances générales du droit du travail. Le premier, c'est la simplification. Ce qui gouverne le passage des 3 instances élues au CSE, c'est cette idée de simplification. On entendait parfois l'idée que c'était un millefeuille. Vous aviez le millefeuille de la représentation du personnel, et donc il fallait casser ce millefeuille, on n'en a plus qu'un. Effectivement, on simplifie. Mais on sait très bien qu'en droit du travail comme ailleurs, quand on simplifie, c'est jamais aussi simple que ça. Et effectivement, ça ne l'est pas. Alors, très rapidement sur ce premier point. D'abord, parfois, on a l'impression que c'est un mouvement naturel. C'est un mouvement naturel que d'être passé des 3 instances à la seule instance. Effectivement, on a eu la DUP. Après, on a eu la DUP type Rebsamen en 2015. On a eu même la possibilité de faire des regroupements DP, CE, CHSCT au-delà de 300 salariés par la loi Rebsamen, ce qui n'a absolument pas marché. Donc en réalité, c'est pas naturel, notamment cette négociation collective, et j'y reviendrai, elle n'est pas naturelle, c'est une négociation forcée. Parce qu'on sait très bien que si le CSE, et ça avait été évidemment proposé notamment par beaucoup de syndicats, si le CSE n'était pas un dispositif impératif au 1er janvier 2020, mais simplement était une possibilité dans les entreprises, ça n'aurait pas marché. En tout cas, ça aurait marché dans des proportions évidemment très limitées. Alors évidemment, ça négocie, même si là encore, il est peu probable qu'au 1er janvier 2020, tous ceux qui voulaient négocier arrivent à négocier. Puis ça va arriver quand même très vite. On va se retrouver dans des entreprises où ils auront encore le CE, les DP et les CHSCT. Ce qui va être bien compliqué parce que du coup, tout un tas de décisions unilatérales qui, normalement, donnent lieu à la consultation du CSE, il n'y aura pas le dispositif, donc il va y avoir
y avoir pas mal de complications juridiques avec probablement des décisions qui ne sont pas valables. Donc voilà. Donc on sait très bien que, et c'est probablement pour ça que ça signe, que là où la négociation elle marche le mieux, c'est lorsqu'il n'y a pas de signature de l'accord, s'applique un dispositif, on va dire, défavorable aux salariés. Et le cas où la négociation le marche le mieux, c'est une petite surprise, vous savez, c'est la négociation sur les plans sociaux. Hein, la négociation sur les plans de sauvegarde de l'emploi marche très bien. Et pourquoi elle marche très bien? C'est parce que, à défaut d'accord collectif, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui va... le PSE sera mis en place par document unilatéral. Donc forcément, ça pousse les syndicats à la négocier. Alors c'est vrai qu'aussi, côté patronal, il y a un intérêt à négocier sur les PSE, puisque le contrôle de l'administration est beaucoup plus limité en cas d'accord collectif. Alors, dans le cas du CSE, c'est un autre type de régime qui s'applique, c'est-à-dire que, et ça c'est très important à comprendre, à défaut d'accord collectif, on a ce qu'on appelle des dispositions supplétives. C'est-à-dire qu'on va avoir un régime supplétif. Donc les syndicats savent que s'ils ne signent pas l'accord, ils ont le modèle qui est dans le Code du travail, qui est dans ce qu'on appelle aujourd'hui les dispositions supplétives qui s'appliquent. Or, je ne vais pas vous donner quelques exemples, mais vous les connaissez aussi bien que moi, le modèle, on va dire, de CSE supplétif, il est moins favorable que l'ancien cumul CE, CHSCT, délégué du personnel, sur le nombre d'élus, hein, sur le sort des suppléants, sur tout un tas de... Sur, évidemment, vous en avez parlé, sur la commission santé et sécurité et des conditions de travail, donc on pourra en reparler dans le débat, mais évidemment, c'est un gros point d'inquiétude. Hein, moi, je reçois beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut faire à travers la commission ce qu'on avait avant avec le CHSCT? Non, c'est pas possible juridiquement. C'est pas possible juridiquement de retrouver l'équivalent du CHSCT avec la commission. Parce que, un, elle n'a pas la personnalité juridique, et puis deux, il est formellement inscrit dans le Code du travail qu'elle ne peut pas désigner l'expert et qu'elle ne peut pas rendre d'avis. Donc, on ne retrouvera pas le modèle ancien. Hein. Et d'ailleurs, si je reviens sur le point du départ, le fait aussi que le passage au CSE, ça n'est pas un mouvement naturel, c'est que vous savez très bien que l'évolution du droit de la représentation du personnel faisait qu'on a vu un essor continu du CHSCT. Depuis une quinzaine d'années, le CHSCT montait en puissance. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être un mouvement naturel que d'avoir un dispositif, le CSE, qui finalement vous réduit le poids et la portée de la santé et de la sécurité avec une simple commission. Autre question qui revient souvent dans la pratique, c'est est-ce qu'on ne peut pas mettre dans la commission santé et sécurité, vous savez qu'il y a 3 membres en principe, est-ce qu'on ne peut pas mettre des personnes extérieures au CSE? Hein, est-ce qu'on est contraint que ce soit des membres du CSE pour avoir des personnes qui ont peut-être plus de temps, parce que c'est quand même un boulot énorme, et éventuellement des personnes qui ont l'expertise spécifique santé et sécurité. Donc ouais, effectivement, il y a une vraie et grosse inquiétude sur la CHSCT. Alors toujours dans mon premier point sur cette idée qu'on simplifie en regroupant, c'est pas non plus naturel si on regarde le droit comparé. Alors je trouve super que vous ayez fait du droit comparé parce qu'on n'en fait pas assez en France malheureusement. Le mouvement sur lequel il faut être aussi vigilant, je ne suis pas en train de dire qu'on en est arrivé là, mais c'est qu'on a une tendance à aller vers un modèle électif non syndical. Un modèle électif non syndical. Et l'exemple le plus probant, c'est le conseil d'entreprise. Hein, puisque même si, comme dans l'accord que tu citais, on va mettre le délégué syndical dans le dispositif, c'est quand même une instance élue qui est l'acteur de la négociation collective. Donc en France, je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais on a un mouvement vers une représentation du personnel, on va dire, élu, avec un recul des syndicats. Ça n'est pas
quand on fait du droit comparé, ça n'est pas ce qui se passe ailleurs. Si vous prenez les modèles monistes, c'est-à-dire les modèles où vous n'avez qu'une forme de représentation du personnel. Nous, on a un système dualiste. Il n'y en a pas beaucoup comme nous. C'est-à-dire on a les élus et les syndicats, comme les Allemands. Si vous prenez les Américains, si vous prenez les Anglais ou encore les Italiens, ils ont un canal unique de représentation, c'est que les syndicats. Ça passe que par la voie syndicale. Vous voyez, donc, nous, il y a un certain paradoxe, et que je regrette profondément, qui est ce mouvement, on va dire, consistant à peut-être se dire que la meilleure voie, elle passerait par autre chose que les syndicats. Les syndicats, ils n'ont pas démérité, et je pense que c'est plutôt dans le renouveau et l'amélioration du syndicalisme qu'il faut aller, plutôt que de se dire, on va aller plutôt vers des systèmes non syndicaux. Troisième problème avec cette simplification, c'est la question de la proximité que vous avez évoqué aussi. Et le retour que vous avez eu, madame, je l'ai aussi eu d'autres DRH, qu'effectivement, très tôt, on dit, moi, la disparition des délégués du personnel, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que sur les sites, ou dans les magasins, dans les agences, on avait un retour. Notamment sur les problèmes de santé et sécurité, DDP. Ce qui était évidemment favorable aux salariés, mais aussi à l'entreprise. Évidemment, forcément, les problèmes de santé et sécurité, etc., ça peut être dramatique aussi pour l'entreprise elle-même, et aussi en termes financiers, mais pas que, évidemment. Donc, ça aussi, la question de la représentativité, c'est un souci. Alors, il y a trois on va dire, solutions, entre guillemets, pour retrouver la proximité. Donc, la première, évidemment, ce n'est pas du tout suffisant, c'est d'adopter le système, quand c'est possible, CSE central, CSE d'établissement, avec un souci, là encore, qui est un point de vigilance à avoir, sur la nouvelle définition des établissements distincts. Pour le CSE, je ne parle pas pour les délégués syndicaux, c'est autre chose, parce que, alors, vous savez que le principe, c'est que ça se fait par accord collectif, et que si vous n'avez pas d'accord collectif, on va arriver assez vite à la décision unilatérale de l'employeur sur le découpage. Et le nouveau critère, c'est l'autonomie de gestion, notamment en termes de gestion du personnel. Or, là encore, vigilance, parce que l'entreprise peut parfaitement configurer le pouvoir, son organisation, pour que finalement, il n'y ait pas cette délégation, il n'y ait pas cette gestion au niveau de l'établissement. Donc voilà, donc là encore, un point de vigilance, parce que la définition de l'établissement du temps a changé, qui fait que là encore, il peut y avoir un intérêt à avoir un accord collectif, parce que le critère, on va dire, à défaut, non, il y a un contrôle ensuite, mais le critère est largement modulable par l'employeur. Alors ça, c'est la première voie pour la proximité, qui est sans doute pas la meilleure. En tout cas, on ne peut pas s'en contenter. Après, évidemment, vous avez les représentants de proximité. Évidemment, les représentants de proximité. Alors, je trouve que je suis complètement d'accord avec j'y avais pas pensé, mais je pense que le parallèle avec le RSS est très juste. Très juste. Effectivement, sur le RSS, on avait réalisé qu'il y avait un problème, notamment avec l'ancienneté. Un problème, à partir du moment où vous changez tous les critères, il faut qu'on puisse avoir une représentation sans être représentatif. Donc, et je suis assez d'accord que le problème de proximité, c'est assez vite, c'est peut-être un peu tardivement, a probablement été un peu tardivement constaté. Et finalement, on a un dispositif avec quasiment rien dans le code, et qui malheureusement est totalement laissé à la négociation collective, avec extrêmement peu de garde-fous. Et puis le troisième on va dire, terrain, le troisième dispositif de proximité, c'est aussi la CSSCT, la Commission Santé et Sécurité des Conditions de Travail. Il y a tout intérêt, à mon avis, quand on négocie, à essayer d'en faire une instance de proximité, parce que, là encore, je rejoins la remarque, les questions de proximité, c'est beaucoup des questions de santé et sécurité. Donc, on peut jouer sur les représentants de proximité, mais on peut aussi, et les accords le font assez souvent, jouer sur la CSCT. A priori, il n'y a aucune obligation que le niveau
d'implantation de la CSSCT soit le même que l'établissement distinct du CSE des existants. Il n'y a pas de raison. On peut parfaitement, il y a des accords qui le font, faire une CSSCT dans des magasins beaucoup plus petits, sur des sites beaucoup plus localisés. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet de négociation de faire des CSSCT plus locales, hein, donc en dessous de 300, hein, et sur des sites qui peuvent être des sites avec gros enjeux en termes de santé et sécurité, sans forcément tomber, vous savez, sur les établissements Seveso, etc. Voilà, alors maintenant mon deuxième point, qui est aussi un point qui rejoint une tendance très forte du droit du travail, c'est la primauté accordée à la négociation collective dans la construction des règles. Et donc, on avait déjà beaucoup d'exemples. Hein, c'est une tendance générale sur le temps de travail. Hein, sur le temps de travail, vous savez très bien que aujourd'hui, le temps de travail, il est essentiellement défini par la négociation collective. Là, par contre, c'est tout nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on enseignait à nos étudiants, on leur disait la représentation du personnel, c'est le terrain par excellence de l'ordre public. Et même de ce qu'on appelle l'ordre public absolu. L'ordre public absolu, c'est l'ordre public auquel on ne peut même pas déroger en faveur des salariés. Donc c'était vraiment le terrain de l'ordre public. On a un bouleversement total. Alors, il n'est pas arrivé avec les ordonnances. On avait déjà... c'est arrivé dans les années 2000 avec les accords de méthode, avec les accords sur la consultation du comité d'entreprise, dans les licenciements économiques. Mais là on a multiplié par 100 hein, le poids de la négociation collective en matière de représentation du personnel. Alors évidemment, c'est un facteur de perturbation pour les partenaires sociaux extrêmement fort dans les entreprises. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à négocier. On négocie sur la rémunération, sur le temps de travail, mais négocier sur la représentation du personnel, ce n'est pas évident. Et là encore, là-dessus, je n'ai pas beaucoup de retours, mais je l'ai un peu senti là encore en discutant. Certains salariés se sentent assez éloignés de cette négociation. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Certains poussant, on va dire, allant jusqu'à plus ou moins dire, de toute façon, ça regarde les représentants. Ils négocient plus ou moins leurs heures de délégation, ils négocient, etc. Donc, pas forcément une prise de conscience suffisante des salariés sur l'enjeu de la négociation sur le CSE, contrairement à une négociation sur leurs conditions de travail, etc. Donc, c'est assez nouveau et c'est assez fortement perturbateur, d'autant plus que le grain à moudre, il est considérable. Je ne vais pas reprendre la liste, mais on peut négocier sur tout sur le CSE. Sur les établissements, sur le rôle des suppléants, sur le budget des attributions sociales et culturelles. Là, c'est un bouleversement total, puisque maintenant, le principe sur le budget des ASC, c'est l'accord collectif. Et après, la règle de computation, c'est supplétif. Donc, un grain à moudre considérable et une responsabilisation extrêmement forte des partenaires sociaux. Et ça rejoint ce que je disais au début, c'est que pendant longtemps, le droit du travail, c'est de l'ordre public. Le droit du travail, c'était des règles impératives et le droit, le code, disait ce qu'il fallait faire. Et donc, quelque part, ça déresponsabilisait et ça pouvait aussi rassurer notamment les délégués syndicaux, puisqu'ils avaient un cadre protecteur. De toute façon, soit ils ne pouvaient pas négocier, soit s'ils négociaient, c'était forcément favorable. Et au pire, s'ils négociaient quelque chose qui était défavorable, ça ne s'appliquait pas parce qu'on aurait appliqué autre chose qui était plus favorable. Mais ça, c'est en train de disparaître. Et avec donc un enjeu absolument considérable quand on négocie, parce que c'est un régime supplétif. Donc si vous négociez, comme beaucoup maintenant est dans le supplétif, ça ne s'appliquera pas. Il n'y aura plus que quelques règles, il y en a de moins en moins, d'ordre public. Vous savez, maintenant il y a le triptyque. Ça, c'est aussi le casse-tête quand on enseigne aujourd'hui. Maintenant, il faut penser autrement. C'est ordre public, et donc ça a fondu. Ordre public, champ de la négociation collective et disposition supplétive. C'est-à-dire ce qui s'applique s'il n'y a pas d'accord. Donc il y a un gros enjeu. Et par exemple, si on se met à la place du délégué syndical ou de celui qui négocie sur un CSE, je passe d'une consultation annuelle à biannuelle. Donc je concède ça à l'employeur contre un nombre d'heures de délégation supérieur. Ça, je peux le faire aujourd'hui. Je peux le faire. Est-ce que je signe? Est-ce que je ne signe pas? Évidemment, comme tout ça, ça sort de l'ordre public. Avant, de toute façon, il y avait un cadre. On ne pouvait pas le faire. En tout cas, c'était très limité. Maintenant,
tout ça, c'est très, très ouvert. Ou alors, je fais une sorte de négociation entre le nombre d'élus et le nombre d'heures de délégation. Vous voyez? Donc, c'est un paradigme du droit du travail qui change complètement. Complètement. Avec donc, j'ai dit le terme 4 ou 5 fois, mais je le redis, une responsabilisation très forte, et avec malheureusement, et c'est tout le problème, des garde-fous législatifs qui sont devenus trop faibles. Trop faibles, et trop faibles aussi parce que ce n'est pas forcément des acteurs, que ce soit d'ailleurs côté patronal ou syndical, qui ont forcément l'habitude de négocier, qui ont toutes les compétences juridiques. Évidemment, il y a un souci quand il y a des enjeux qui sont aussi forts. Et alors, moi, je terminerai là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a un nouveau principe sur lequel je serais vraiment critique, c'est ce qu'on peut appeler « qui dit conventionnel dit juste ». Ça, c'est quelque chose qui caractérise pratiquement la nouvelle philosophie du droit du travail. Le droit du travail, il est né contre le « qui dit contractuel dit juste ». Et là-dessus, tout le monde était d'accord. C'est-à-dire qu'avec un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, ce qui est signé entre le salarié et son employeur à titre individuel, ça ne peut pas être juste. Donc forcément, il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous, et donc un code du travail puissant, le principe de faveur, etc. Là, on a mis en place un système qui fait que le modèle, c'est la négociation collective, et donc on passe au qui dit conventionnel dit juste, avec cette idée que parce que c'est négocié, parce que c'est négocié collectivement, c'est forcément juste. Et là, effectivement, c'est plus puissant. Forcément, l'accord collectif a beaucoup plus de légitimité que le contrat individuel. Et donc là, les garde-fous qu'on avait à l'époque, ils sont en train de sauter. Pourquoi ils sautent? Parce qu'on a mis en place des accords collectifs, un dispositif plus légitime. Et là, voilà, là encore, vigilance. Vigilance, parce que ce qui est négocié n'est pas forcément juste. Et là encore, je vais un petit peu sortir mes 2 secondes du CSE, parce que ça aussi, c'est extrêmement on va dire, révélateur de ce qui se passe, les accords de performance collective. Ça, typiquement, vous voyez, l'accord de performance collective, donc vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, en gros, vous avez 2... On parlait ce matin, donc du coup, je ne détaille pas. Ce qui se passe, d'abord, ça prend plutôt, beaucoup plus en tout cas que les précédents. Beaucoup plus qu'on a dépassé les 100, alors qu'on était sur à peu près 10 avant. Donc ça prend. Alors, pourquoi vigilance? Parce que quand on signe un accord de performance collective, le salarié, de fait, il ne peut pas refuser. Puisque s'il refuse, c'est un licenciement qui est automatiquement justifié. Ce qu'on voit, alors c'est plus difficile de les voir parce qu'ils ne sont pas publiés, ceux-là. Ça fait partie des exceptions à la publication. Mais en tout cas, ce qui semble effectivement apparaître, c'est qu'il n'est pas toujours clair. Est-ce que c'était dans les préambules? Apparemment, ce n'est pas toujours clair de savoir si c'était bien un accord de performance collective ou pas. Et là encore, grosse vigilance du côté des délégués syndicaux, parce que l'enjeu entre signer un accord de performance collective et un accord classique, la différence, elle est absolument énorme, si vous voulez. Elle est énorme. Elle est énorme. Dans un cas, le salarié qui refuse, c'est l'application du licenciement pour motif économique avec tout ce qu'il y a derrière. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'application du licenciement économique, il n'y a pas d'application de la procédure et il n'y a pas de contrôle du juge prud'homal. Or, la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours évidente quand on discute avec ceux qu'on a signés sur la frontière entre les 2 accords. Voilà, donc je ne suis pas là pour faire l'oiseau de mauvais augure, même si je suis assez inquiet par ce qui se passe. Mais voilà, la négociation, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien de l'avoir ouverte. Mais je crois qu'il faut, il faut négocier avec beaucoup de vigilance, en sachant que malheureusement, les garde-fous qui étaient là à l'époque, ils ne sont plus là, ou pratiquement plus là. Merci. Juste 2 choses. Le droit du travail, il y a un professeur de droit du travail qui s'appelait Gérard Lyon-Camp, qui avait écrit un bouquin il y a quelques années, tout petit, qui s'appelait « Le droit du travail, une technique réversible ». Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il avait tout compris. On crée des règles qui sont pour favoriser, par exemple, les salariés, et ça se retourne après contre eux. 2 exemples.
En 82, la gauche dit il faut favoriser la négociation d'entreprise. Il ne faut pas que le patron soit seul à décider. Donc on a favorisé la décentralisation des règles vers l'entreprise. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, zut alors, on négocie tout par accord d'entreprise, on déroge à la branche. Vous voyez comment c'est pervers. Deuxième exemple, l'unité économique et sociale, les UES. On a inventé ça en jurisprudence, puis ensuite dans les lois Auroux, pour aller contre les fraudes des patrons qui saucissonnaient leurs entreprises en petites boîtes de moins de 50 pour n'avoir jamais de CE. Tout le monde connaît l'histoire. C'est comme ça qu'on invente l'UES. Aujourd'hui, l'UES est utilisé par les employeurs pour réorganiser l'entreprise, mettre des niveaux de négociation à d'autres niveaux. Et ce sont parfois les syndicats eux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait une UES. Et qui se plaignent que l'UES est devenu un instrument qui se retourne contre eux. C'est le propre, pas que du droit du travail, mais du droit en général. On crée des techniques qui, à un moment donné, sont faites pour favoriser telle ou telle personne dans une relation sociale. Et on s'aperçoit que ça se retourne parfois contre la personne. C'est l'arroseur arrosé. C'est très ironique, mais c'est fréquent en droit social. C'est comme ça. Oui. Ben voilà. Ben voilà. Et dernière chose, l'accord de performance collective dont on a parlé ce matin et dont Pascal vient de parler, une chose, il y a plein d'accords de performance collective qui ont effectivement été négociés avec des élus mandatés, etc. Bon, très bien. Quand on prend la décision du Conseil constitutionnel, on ne peut faire d'accord de performance collective qu'avec des syndicats, et ça doit être un accord majoritaire. Ce que ne dit pas du tout le Code du travail. Le Code du travail, il dit qu'on peut par accord, sans préciser. Mais le Conseil avait dit, je ne sais pas d'où ça. Alors, quand on lit les observations du gouvernement, on croit comprendre d'où vient l'idée. Un peu confuse, ils se sont dit, non, non, on va mettre là-bas au niveau des accords syndicaux majoritaires, ou éventuellement 30% plus référendum. Personne ne prend en compte la décision du Conseil constitutionnel, tout le monde s'assoit dessus, si vous me permettez cette trivialité, et on négocie joyeusement sans délégués syndicaux à droite à gauche. Si quelqu'un veut jouer les mauvais coucheurs, il va devant le TGI, et il peut se demander si on ne peut pas faire annuler ces accords, négocier avec d'autres que les délégués syndicaux, parce que contraire à l'interprétation du Conseil. Je ne dis pas que ce sera automatique, mais il y a une petite fenêtre de tir. Et je pense que là-dessus, le Conseil constitutionnel, Yannick est parti, c'est dommage qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus. On s'est tripé par accord article interposé. Et il me dit non, le Conseil n'a pas dit ça. Je dis si, le Conseil a dit ça, il suffit de lire la décision qui précède la loi du 29 mars 2018 qui a validé les ordonnances. Il le dit. Mais le Conseil a fait ça. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas parce qu'ils ont voulu mettre des garde-fous. Ils se sont dit on ne va pas ouvrir l'accord de performance collective avec n'importe quel négociateur, des gens qui vont peut-être se faire avoir, etc. Ils ont vu le problème. Alors c'est un parti pris politique, mais dans la réalité, on est à des années-lumière de ce que dit le Conseil. Mais à mon avis, il y a un risque de validité de ces accords. Hein. Franchement, il y a une vraie... Tu veux dire un truc ? Non, mais c'est dans le prolongement. Effectivement, la tendance du législateur, ça a été d'aligner le cas des accords collectifs faits avec des délégués syndicaux et le cas des accords collectifs faits avec d'autres que les délégués syndicaux. Et effectivement, il y a des résistances qui se dessinent. Et une autre question dont on attend la réponse, c'est, vous savez, la fameuse présomption de légitimité des accords collectifs contenant une égalité de traitement. Alors ça a bougé parce que la Cour de cassation a rendu le 3 avril dernier un arrêt qui freine la présomption de légitimité. Dans la grande question qui se pose, c'est est-ce que cette présomption va valoir pour les accords collectifs qui sont signés avec d'autres que les délégués syndicaux? Et là encore, je pense que la réponse va dans ton sens, c'est-à-dire que non. A priori non, parce que telle que la formule de la Cour de cassation est rédigée, ça devrait être réservé aux syndicats. Mais en tout cas, effectivement, il est très important qu'on n'aligne pas le régime des accords conclus avec les élus ou avec les salariés directement sur les accords conclus avec les syndicats. Avant les dernières réformes, le législateur distinguait très clairement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait conclure des accords avec les élus, les salariés mandatés, que sur certains types d'accords. C'était très, très encadré. Ça l'est quasiment plus maintenant. Donc effectivement, les garde-fous, là encore, on en a absolument besoin. Juste avant de passer le micro à la salle, vous avez évoqué effectivement le fait de savoir comment on pouvait déterminer ce qu'était un accord de performance économique ou pas, parce qu'effectivement, suivant la rédaction, c'était assez difficile à déterminer. Dans mon cabinet, on a regardé en réalité si ça... Parce qu'on a reçu beaucoup d'accords de performance collective, on ne savait pas effectivement si ça en était. On regardait tout simplement si ça touchait au code du travail, enfin au contrat de travail, pardon, si ça touchait au contrat de travail. Et effectivement, dès lors qu'il y avait une clause qui touchait au contrat de travail, par définition, on était dans un accord de performance collective. Malheureusement, mais on a été obligé de regarder effectivement comment on pouvait le déterminer, savoir si véritablement on était sur ce type d'accord ou sur un autre. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça passerait, parce que a priori, il faudrait quand même que dans le préambule,
que dans le préambule, ils aient soit visé l'article 2254-2, soit ils aient au moins visé l'un des trois objectifs, c'est-à-dire préservation de l'emploi, développement de l'emploi ou nécessité du fonctionnement. Donc à mon avis, un accord collectif qui ne dit rien dans le préambule et prévoirait qu'on touche au contrat de travail, je ne pense pas qu'il passe. Je ne pense pas qu'il passe devant un juge, mais après, c'est trop tôt, je ne pense pas. Il y avait un préambule, mais extrêmement bref. Il y avait un préambule, mais extrêmement bref, et qui ne permettait pas nécessairement de savoir. Non, non, absolument pas. Donc la question se posait. Il y avait le contenu, mais pas on ne visait pas directement ces articles-là. Et puis sur le dogme de ce que vous avez évoqué, qui dit contractuel ou dit conventionnel, dit juste, c'est d'autant plus aggravé, bien entendu, qu'on se situe au niveau de l'entreprise. Car on se situerait au niveau de la branche, effectivement, ça se discuterait. Mais au niveau de l'entreprise, on se rapproche finalement du pouvoir de subordination et donc des directions du pouvoir de l'employeur. Et on retombe un petit peu sur les travers qu'on avait connus, qui ont été évoqués lors de l'introduction, sur effectivement la loi Le Chapelier 1789, et on avait supprimé effectivement la possibilité des syndicats, etc. etc. Et là, on retrouve finalement face aux directions le syndicat, mais presque le salarié face à son employeur. Alors que si la négociation se passait au niveau de la branche, on serait un peu plus détaché, un peu plus libre. Enfin, je pense, hein, que c'est une aggravation en quelque sorte du dogme.